Les élections professionnelles nationales, troisième édition, sont pour le 24 janvier 2021. Les centrales ou confédérations syndicales se préparent activement. La pré-campagne bat son plein. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission L'actualité. Assure dans cette émission, dans la rubrique Les faits, la réaction de quelques responsables syndicaux par rapport à la réforme horaire dans l'administration publique. En effet, le gouvernement béninois a décidé que dès le 1er janvier 2021, les portes de l'administration publique se fermeront à 17h30 au lieu de 18h30 habituellement. Une réforme louable mais pas trop audacieuse, nous a confié le secrétaire général Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin, Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Face à la COVID-19, l'antenne départementale littorale atlantique de l'ANTS, Agence nationale de la transfusion sanguine, a réussi à faire venir à elle les donneurs de sang pour le bien-être des malades dans le besoin. Et dans la rubrique invité, nous allons recevoir pour vous Naini Kassa Mampo. Il est le secrétaire général de la Confédération syndicale et travailleurs du Bénin. Avec lui, on parlera de la nouvelle réforme initiée dans le processus électoral en ce qui concerne les élections professionnelles qui vont se tenir le 24 janvier prochain. La CSTB n'est pas d'accord par rapport à cette réforme. Nous le recevons dans cette émission pour en parler. Voilà le menu qui va constituer cette émission. Chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous suivre. 8 poches de sang collectées par jour par l'antenne départementale atlantique littorale de l'Agence nationale de la transfusion sanguine au temps fort de la crise sanitaire qui secoue le monde depuis un an. Mais les choses semblent aller grâce à la dynamique des responsables de ce site de production de sang, de poches de sang qui dessert les banques de sang des deux départements. Suivons cet élément. C'est un sacrifice que je fais tous les 4 mois donnant du sang. Malgré la douleur, j'en donne pour qu'on puisse sauver des vies. Malgré la peur des aiguilles, il faut donner un peu de son sang pour sauver des vies. Un geste bénévole. Ici, c'est l'antenne départementale atlantique littorale de l'ANTS, l'Agence nationale de la transfusion sanguine, logée au CNHU, Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou. Une structure sanitaire qui est chargé de la promotion du don de sang, ce qui permet la production et la distribution des poches de sang afin de desservir les banques de sang des deux départements. L'antenne atlantique littorale a son site de distribution qui est la banque de sang qui est au Chumel, que nous appelons banque départementale de sang, parce que c'est à partir de là que le sang serait, je dirais, réparti dans les différentes banques de sang des deux départements. Nous desservons surtout des banques de sang. Donc nous avons au total, au niveau des deux départements, nous avons 11 banques de sang hospitalières, donc au niveau des hôpitaux. Et si nous prenons le département du littoral, nous avons 4 banques de sang. C'est la banque de sang de l'hôpital de zone de Soholéré, c'est la banque de sang du CNHU, c'est la banque de sang de l'hôpital de Ménotin, c'est la banque de sang de l'hôpital Saint-Luc. Alors si nous allons dans l'Atlantique, nous avons 7 banques de sang. La banque de sang de l'hôpital de zone Tabomey-Calavi, la banque de sang de l'hôpital de zone de Ouida, la banque de sang de l'hôpital La Croix de Zinvier, la banque de sang de l'hôpital de zone d'Alada, la banque de sang du CDTUB Alada, la banque de sang de Sotianhoué, la banque de sang de Zé. Au Bénin, malgré les efforts de sensibilisation, nos banques de sang peinent à être approvisionnées car la collecte du sang est basée sur le principe du bénévolat, ce qui ne rend pas facile la disponibilité du sang. À cela s'est ajoutée la crise liée à la pandémie de la COVID-19. Nous savons tous que la pandémie a bouleversé le monde entier et a
bouleversé tous les secteurs. Donc, le secteur de la transfusion sanguine aussi a été sérieusement bouleversé. Dès le début de la pandémie, on a vu petit à petit diminuer le nombre de donneurs qui venaient faire leurs dons chaque jour. Habituellement, nous sommes, disons, entre 30, nous avons 30 et 40 donneurs par jour, par exemple sur ce site, qui viennent faire leurs dons. Alors ce nombre est tombé jusqu'à 8 donneurs par jour. Donc ça a été un coup dur et en même temps, on a interdit les rassemblements, ce qui fait que notre deuxième possibilité, qui est que nous faisons les collectes en équipe mobile, c'est-à-dire nous bougeons, nous allons vers les donneurs sur un site donné pour pouvoir faire le don. On ne pouvait pas aussi le faire parce que c'était interdit en ce moment. Face aux besoins urgents et quotidiens de mettre à disposition les poches de sang aux malades dans le besoin, il a fallu aux responsables de l'antenne départementale de trouver des solutions pour résorber la crise. Puisque c'est des donneurs habituels qui venaient donner régulièrement, on avait leur numéro, donc on a commencé à les appeler un à un, à échanger avec eux, à les rassurer du fait que nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité au moment où ils seront en train de faire leurs dons, au moment où ils seront dans nos murs. Alors nous sommes allés jusqu'à demander à ce que la télévision passe pour pouvoir montrer toutes les dispositions que nous avons eu à prendre, le lavage systématique des mains avant de rentrer, d'accord, dans les locaux de l'antenne, le port systématique de masques à l'intérieur, la distanciation sociale à l'intérieur. Donc, nous avons mis tout ça en place et nous avons voulu que on puisse montrer cela pour que tout soit rassuré. Mais à part ça, on les appelait un à un, on échangeait avec eux, on écoutait leur appréhension, on les rassurait et c'est comme ça que petit à petit, ils ont repris et nous avons, je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons encore atteint le niveau où on était avant la pandémie au poste fixe. En dehors des accidentés, des bébés en pédiatrie, des femmes en couche et d'autres malades que sauve le donneur de sang, lui aussi en tire grand profit. Le fait de donner chaque fois notre sang, on sauve des vies. Parce que chaque année, le nombre de vies qu'on perd, c'est énorme à cause du manque de sang. Il faudrait que nous aidons les enfants qui en ont besoin pour suivre. Il faudrait qu'on les aide. Il faudrait qu'on leur donne une chance de vivre. Je me fais du bien aussi. À chaque fois que je donne mon sang, c'est une manière pour moi de changer de sang en fait. Donner un peu de son sang, c'est aussi une manière de faire à chaque rendez-vous un petit bilan de santé. À partir du 1er janvier 2021, les fonctionnaires de l'État pourront rentrer chez eux à partir de 17h30 au lieu de 18h30. Une réforme décidée par le gouvernement de Patrice Talon, une réforme louable mais pas trop audacieuse. C'est ce que disent quelques responsables syndicaux. Suivant. Nous sommes à l'aide de la réforme. Bon, on va expérimenter pour voir si on a envie des réformes horaires. Dans ce pays, par exemple, au temps de Kérékou, au temps de la Révolution, on avait décrété ça et c'était intitulé journée continue. Si vous calculez la masse horaire comparé à ce qui était en vigueur il y a encore en vigueur jusqu'à là où je vous parle, et qu'on sort à 18h30 et que maintenant on a réformé que c'est à 17h30. Il n'y a pas grand-chose. Ce qui a été fait là, c'est quand même une petite amélioration, il faut le reconnaître. Et surtout, ce que nous avons noté en tant que syndicat, c'est la démarche du gouvernement. Pour cette fois-ci, la démarche a été très participative.
C'est-à-dire du début jusqu'à la fin du processus, on a été consulté, on a été écouté. Cette démarche, elle est louable et il faut vraiment la saluer et espérer que le gouvernement va continuer avec la même démarche sur d'autres questions qui sont des questions également importantes. Ça permet d'améliorer la gouvernance dans un pays, forcément. Maintenant, sur la mesure elle-même, voilà ce que je pense, voilà ce que pensent la plupart des travailleurs, c'est que le gouvernement aurait pu faire mieux. Mais c'est un début et on peut expérimenter ça pour voir ce que ça va donner. Nous, on aurait souhaité jouer continue carrément. À 14h plus 15h, les gens sortent. Vaquer à leurs affaires avant la tombée de la nuit. Bon, ce n'est pas ce que nous pensons qui est toujours bien. De l'autre côté également. Bon, maintenant, expérimentons, comme je le disais là, expérimentons pour voir ce que ça va donner. C'est seulement 1 heure qu'on a gagné en soirée. On va dire que c'est mieux que rien, que c'est un effort qui a été fait, qu'on peut peut-être améliorer demain. Sinon, l'idéal, de mon point de vue, aurait été d'avoir eu le courage de faire directement la journée continue. Parce que l'une des raisons que le gouvernement avance pour justifier la réforme des horaires, c'est justement la qualité de la vie familiale. Le fait qu'on veut permettre aux parents de pouvoir s'occuper mieux de leurs enfants, permettre aux enfants d'avoir une éducation un peu plus suivie, un peu plus de qualité. Et de ce point de vue-là, quand on regarde cette raison principale de la vie familiale, on se rend compte que le chemin qu'on nous demande de faire est un chemin qui doit être encore amélioré, pour la simple raison que quand vous quittez le boulot à 17h30, vous n'êtes pas sûr de retrouver vos enfants à la maison parce que les horaires scolaires continuent donc d'aller jusqu'à 19h. Un enfant qui sort du cours à 19h, à quel moment vous allez pouvoir le récupérer et avoir une vie de famille avant d'aller au lit. Donc, il fallait, de mon point de vue, que le gouvernement, après avoir circonscrit la question, puisse avancer de façon courageuse pour aller vers la journée continue. Une réforme a été introduite par le gouvernement béninois dans ce processus électoral. Une réforme qui ne fait pas l'unanimité, surtout au niveau de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Et pour en parler dans cette émission, nous recevons pour vous son secrétaire général, Naini Kassamompo. Il sera là. Avec lui, nous débattrons des questions concernant ce processus. Nous parlerons de la situation des élèves actuellement au Bénin. Il est un peu difficile, il est encore difficile pour certains apprenants dans nos lycées et collèges publics d'avoir des enseignants dans toutes les matières. Naimi Kassamompo, bonjour. Bonjour Nelly. Merci d'accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. Oui, les élections au niveau de la CSTB, ça se prépare bien? Oui, merci madame de me donner l'occasion de revenir sur ce dossier de la 3e édition des élections professionnelles nationales qui permettent aux travailleurs de désigner les confédérations ou centrales syndicales représentatives et la confédération ou centrale syndicale la plus représentative qui parleront en fait au nom des travailleurs pendant 5 ans. Il faut dire que la première édition des élections professionnelles nationales a eu lieu en 2001 sous Kérékou II. La deuxième édition a eu lieu en 2006 sous le président Yahi Boni. Et normalement, depuis 2011, on devait déjà avoir la 3e édition. Mais tout est resté bloqué. Mais pourquoi 9 ans d'écart pour préparer ces élections-là, pour aller à ces élections-là? Évidemment, lorsque la première édition a été organisée en 2001, le taux de représentativité était de 25%. La CSTB est sortie première avec 39%. Et la CSA était deuxième avec 25%. Donc je dirais que ce sont les deux confédérations
et centrales syndicales qui sont sorties représentatives en 2001. En 2006, la CSTB est sortie encore, cette fois-ci plus largement majoritaire, parce que nous avons eu, la CSTB a eu 44,76%, la CSA 18% et la CGTB 16%. Le taux de représentativité cette année-là, c'était de 15%. Et depuis, les différents gouvernements n'ont plus voulu organiser. Il faut dire que cette année, lorsque le comité préparatoire, ou du moins le comité tripartite de relecture des textes a été installé, composé des représentants du gouvernement, du patronat privé et des travailleurs, ce comité avait proposé que le taux de représentativité revienne à 10%. 10% parce que, bon, il y a aujourd'hui 7 centrales syndicales, il y avait 2 autres qui avaient été créées. Si on est autour de 9, on prend 100 divisé par 9, on est un peu au-dessus de 10%. Alors, nous avons la commission de relecture des textes a proposé 10%. Ce qui est aussi conforme à ce qui se passe à l'international. En France, par exemple, le taux de représentativité pour les élections professionnelles nationales est de 8%. Au Sénégal, où les gens ont commencé par organiser les élections, ça fait un moment, le taux est de 10%. Au Niger, tout près, où l'année dernière, ils ont organisé les élections, quoi, pour la première fois. Ils se sont même inspirés du cas du Bénin. Là-bas, c'est 5%. Donc, c'est sur cette base, sur tout ce que, la base de tout ce que j'ai dit là, que les gens ont proposé 10%. Mais curieusement, le 23 septembre 2020, le Conseil des ministres, qui devrait normalement valider les propositions du comité de relecture, a porté le taux de représentativité à 20%. Donc, pour les élections... Donc, à venir, là, les élections pour lesquelles nous nous préparons... Les élections du 24 janvier. Le 24 janvier, le taux de représentativité est de 20%. 20% pour pouvoir se faire représenter. Je voudrais vous demander, Naïmi Kassamompo, le vote professionnel pour les centrales et confédérations syndicales. Quelle est l'importance pour vous? L'importance pour les élections professionnelles, vous savez, les élections professionnelles se déroulent soit dans des secteurs, soit dans des secteurs au plan national, soit au plan général. Dans des secteurs, quand vous prenez, je prends par exemple une société, quand vous prenez une société comme, je ne sais pas... Une société privée, n'importe quelle société. Une société, par exemple Canal 3, s'il y avait 2 syndicats ou 3 syndicats à Canal 3, et le problème se posera de savoir qui parlera au nom des travailleurs au PDG de Canal 3. Qui représentera les travailleurs, puisque les travailleurs sont libres de créer leur syndicat. Vous ne pouvez pas limiter même le nombre de syndicats. Avec la Convention 87 sur la liberté syndicale, les travailleurs sont libres de se regrouper, de créer leur syndicat, donc d'informer le patron et la direction générale du travail ou la direction départementale selon les lieux, et d'exercer librement. Mais lorsqu'il sera question de s'adresser au patron de la maison, le problème de qui va représenter et à quelle proportion se pose. Donc c'est pour ça que il est prévu par le Code du travail et même le statut général de la fonction publique les élections professionnelles. Alors ces élections-là permettent de désigner
d'abord les syndicats représentatifs dans la maison. S'il y en a 3, par exemple à Canal 3, on va voter. Aujourd'hui, la loi, le décret actuel prévoit 20% du taux de représentativité. Avant, c'était 30%. Actuellement, c'est 20% au niveau des élections sectorielles. Donc, on verra les syndicats représentatifs, puis on verra le syndicat le plus représentatif. C'est par rapport au pourcentage de représentativité qu'on définira le nombre de gens selon le nombre de sièges. S'il faut aller à une table de négociation, si c'est 3 personnes, si c'est 4 personnes qui représentent le syndicat, on doit regarder les résultats pour voir si c'est 2 syndicats qui sont représentatifs par rapport à leurs résultats, quel sera le nombre que chacun va occuper. Et pour des différents postes de représentation. De la même manière au plan national, quelle centrale syndicale ou confédération va s'adresser au gouvernement au nom de tous les travailleurs du Bénin? C'est ce qui a nécessité aussi que le gouvernement organise les élections professionnelles. Et, comme je vous l'ai dit, pour la première fois, les 2 premières fois, la première, la deuxième fois, la CSTB est sortie la confédération la plus représentative. Et aujourd'hui, vous préparez les élections, c'est pour le 24 janvier prochain, et il y a une nouvelle réforme, une réforme qui ne fait pas du tout l'unanimité, surtout vous, au niveau de la CSTB, le vote électronique. De quoi ça revêt? Merci, madame. Il faut dire que c'est depuis janvier que le gouvernement actuel a commencé par parler des élections professionnelles qu'il devrait organiser. Ça faisait partie des revendications des confédérations et centrales syndicales. Ça fait longtemps. Depuis 2011 qu'on devait organiser, on n'a pas organisé. Alors, en février, le gouvernement a installé la commission de relecture des textes qui a travaillé de février jusqu'à juillet et a remis les conclusions de ces travaux au gouvernement qui a attendu jusqu'en septembre, le 23, c'est le Conseil des ministres du 23 septembre qui a adopté les décrets sur les élections professionnelles. Il y a 2 décrets qui ont été adoptés. Et ces 2 décrets-là ont prévu pour l'organisation des élections la création d'un comité électoral national. Et un arrêté devrait prévoir la composition du comité et les attributions de ce comité-là. Effectivement, un arrêté est sorti, des arrêtés sont sortis le 12 octobre pour préciser les attributions du comité électoral national. Et ces attributions, c'était, entre autres dispositions, d'organiser les élections de façon pratique en commandant les bulletins en papier, les urnes, les isoloirs et autres. Donc, il était prévu des élections comme à l'accoutumée, où donc les élections se passent un jour fixé, on vote, après le vote, selon une tranche horaire, à la fermeture du vote, on vide la caisse, on compte, et par bureau de vote, on connaît les résultats. Au niveau national, le comité électoral national fait la compilation et donne les résultats. Le ministre en charge de la fonction publique donne les résultats par un arrêté et prend un arrêté. C'est ce qui est prévu par les textes. Et c'est sur cette base que le gouvernement, le ministre, notamment du travail de la fonction publique, a institué, a installé le comité électoral national, tripartite, composé des représentants du gouvernement, des représentants du patronat et des représentants des travailleurs. Ce comité électoral national a été installé le 14 octobre et le processus donc a démarré. Contre toute attente,
le ministre de la fonction publique vient rencontrer le comité électoral le 22 octobre pour dire que le gouvernement est en train de proposer de changer de mode de vote. Que le nouveau mode de vote qu'il propose, c'est un vote électronique. D'abord, il y a quelque chose, il y a mal donne dans la procédure, parce que ce n'est pas avec le comité électoral qu'il faut discuter du mode de vote. C'est avec les confédérations et centrales syndicales. Donc le gouvernement devait inviter les confédérations et centrales syndicales et poser le problème. Il ne l'a pas fait, il est allé directement s'adresser à la structure qui est installée sur la base des textes précis qui ont fixé un mode de vote. Donc il ne revient pas à cette structure-là de décider du changement du mode de vote. Et là, le représentant de la CSTB a fait cette observation et a fait remarquer que le vote électronique ne peut pas être introduit parce qu'on ne change pas les règles du jeu au cours du jeu, premièrement. Deuxièmement, parler du vote électronique dans un pays comme le Bénin, où nous connaissons le niveau de, disons, les conditions de vie des travailleurs, combien de travailleurs béninois, sur des milliers de travailleurs salariés du public comme du privé qui doivent voter, disposent d'un téléphone intelligent? Il faut avoir un téléphone Android pour pouvoir voter. Combien de travailleurs disposent de ça? Est-ce qu'on peut garantir que tous les travailleurs? Non. Il y a un grand nombre de travailleurs qui ne disposent pas de téléphone intelligent. Deuxièmement, il y a que l'Internet ne couvre pas toutes les régions du pays. Même à Cotonou, ici où nous sommes, parfois vous allez à la banque, on vous dit qu'il n'y a pas de connexion. Vous pouvez attendre 3 ou 4 heures de temps. Alors, si ça tombe sur le jour où vous voulez voter, comment vous faites? Sans parler de l'intérieur. J'étais à Tiémé il y a environ 3 semaines. J'arrive à Tiémé, je vois Move Togo et Move Togo, ainsi de suite. Si vous allez à Boukoumé, vous allez à Malanville ou à Karimama et Sebana et autres, c'est les réseaux étrangers qui inondent les portables. Donc là, si vous voulez voter, vous n'êtes pas sûr d'avoir le réseau Internet pour pouvoir voter. La suite même pour celui qui a un téléphone Android et qui peut voter avec les différents, tout ce qu'ils disent, les codes et autres, si vous finissez de voter, le minimum pour un vote, c'est la transparence. Il faut que si vous finissez de voter, qu'on puisse savoir à votre bureau de vote quel est le taux de participation. Vous finissez, vous votez, vous savez à votre bureau de vote qui a gagné combien de fois, le résultat est connu, affiché. Et puis ce sont ces résultats, bureau de vote par bureau de vote, qui sont compilés au plan national. Et au niveau du comité électoral national, il y a un représentant de chaque centrale qui suit, de telle sorte qu'il y a transparence. Mais ici, avec tout ce que j'ai cité là, vous allez voter, on dit chacun peut voter de sa chambre, de son champ, de son jardin, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la machine. C'est la machine, c'est l'ordinateur, celui qui peut répartir les voix et donner le résultat. Or, nous n'avons aucun moyen dans notre pays de pouvoir effectivement contrôler ce vote-là et donner le résultat. Nous avons dit non. La CSTB a dit non, que cela ne pouvait pas aller. Voilà la première réaction. Mais il y a eu d'autres séances où le ministre revient et dit ah, c'est le président de la République qui a eu l'idée et il insiste pour que ça soit fait ainsi, que ça coûterait moins cher, que ça prend moins de temps, moins de suspicion. La CSTB, entre-temps, la CSTB est montée au créneau pour dire que il n'est pas normal qu'on ne tourne pas dos à la technologie. Mais pour l'instant, il faut respecter ses propres tests. Les tests qui ont été élaborés n'ont pas prévu, au départ, n'ont pas prévu le vote électronique. Mais non, et aucune raison ne justifie le changement de mode. Deuxièmement,
la réalité au Bénin ne permet pas, pour des raisons que je viens de présenter, d'aller à un vote électronique. Mais Anika Les gens Samako, ont abandonné. voilà ceux qui ont été la abandonnés. situation. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que nous avons commencé par faire, nous avons commencé par dénoncer. Faire un vote électronique dans notre pays, où on sait que beaucoup de travailleurs n'ont pas un téléphone Android, où on sait que l'Internet ne couvre pas tout le pays, où on sait que nous n'avons pas les moyens, après avoir voté, de contrôler nos voix. Et c'était une agence, on nous avait dit que c'est une agence basée à la présidence qui devait donc piloter le vote. Lorsque nous avons dénoncé, alors qu'on nous disait que l'agence a déjà fait l'expérience à la chambre de commerce et que ça s'est bien passé, que l'agence est auditée, lorsque nous avons dénoncé à plusieurs reprises, démontré que vouloir faire un vote électronique aujourd'hui, c'est vouloir organiser de la fraude et certainement nommer des centrales et confédérations syndicales. Pourquoi c'est vous seuls qui créez à la fraude? C'est nous seuls Les autres pensent que bon, il faut être dans la dynamique de l'évolution de la technologie, mais il n'y a que vous qui réagissez. Oui, mais vous savez qu'il y a deux groupes de syndicats aujourd'hui. Il y a le groupe des 6 qui a signé une charte de dialogue social, une charte de non-agression avec le gouvernement, qu'on appelle charte de dialogue social. Le groupe des 6 qui a accepté d'accompagner le gouvernement dans ses réformes, même si parfois ces réformes ne vont pas dans l'intérêt des travailleurs. Ce groupe-là est à part. C'est ce groupe-là, en fait, qui ne dit rien, mais qui lui-même ne dit pas que le vote électronique est bon. Parce que si vous écoutez les ténors de ce groupe, eux-mêmes disent non, que bon, que c'est nouveau, personne ne sait. Vous avez entendu, peut-être certains ont entendu Ansel Mamoussou sur Golf Télévision dire bon, que tout le monde sait que l'informatique, tout ce programme, donc on ne sait pas finalement qu'est-ce que ça va donner. Mais que la seule raison pour laquelle ils acceptent, c'est parce que c'est le gouvernement qui impose. Nous disons non. Si le gouvernement impose quelque chose, veut imposer, nous sommes des partenaires sociaux. Nous devons discuter en tenant compte des réalités. Nous devions discuter avec le gouvernement, nous asseoir et discuter. Si nous voyons que ce que le gouvernement propose n'est pas faisable, le gouvernement devrait comprendre et renoncer. Mais eux-mêmes ils savent, eux-mêmes ils disent, ils ne savent pas ce que ça va donner. Ils ne savent pas qui va être nommé. Donc eux-mêmes ne sont pas sûrs des moyens de contrôle. Et ils acceptent. S'ils acceptent, ça veut dire que... Donc vous n'acceptez pas... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que ça corrobore la thèse de la CSTB qui dit que mais, si quelqu'un veut organiser une élection qui apparemment n'est pas transparente et qui insiste, c'est qu'il a des objectifs. Et si l'autre accepte, c'est que l'autre qui accepte a peut-être des avantages. Vous savez, Madame Nelly, en criminologie, les gens ont l'habitude de dire, dites-moi à qui profite le crime et je vous dirai qui est le criminel. Si peut-être les autres se taisent et acceptent que le vote électronique passe, c'est peut-être parce que ils se disent que comme ils ont d'acquaintance avec le gouvernement et tout le monde le sait au Bénin, tout le monde sait que le groupe des 6, notamment les grands patrons là, se retrouvent avec le gouvernement. Et tous nos débats, lorsque nous allons, même lorsque le président nous invite au palais, généralement, ils sont d'accord à accompagner le président sur tous les plans. Vous avez entendu le truc d'évaluation diagnostique qu'on a voulu faire aux enseignants. D'abord, tout le groupe des enseignants. C'est depuis Genève que j'avais envoyé un audio pour dire aux enseignants du Bénin de ne pas accepter l'évaluation diagnostique parce qu'au Niger, j'ai discuté avec les syndicalistes nigériens et j'ai su que c'est un plan pour pouvoir licencier un maximum d'enseignants. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Les autres ont soutenu cette réforme bancale, cette réforme
permis allons revenir de sur radier donc beaucoup d'enseignants. nous allons revenir sur la réforme Donc, si au les gens niveau de acceptent- l'école. Aujourd'hui, les autres sont d'accord, les autres semblent accepter. Vous n'êtes pas d'accord. Allez vous boycotter les élections ou comment vous entreprenez, vous allez vous en sortir avec la réforme si elle tenait? Nous ne boycottons pas les élections. D'accord. Nous avons déjà déposé notre candidature. Nous faisons partie des 8 candidats qui ont déposé leur dossier de candidature. Les dossiers sont validés. Mais nous dénonçons. Déposer notre candidature ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la fraude. Parce que en fait, le vote électronique, qui est un vote censitaire, un vote qui va éliminer beaucoup de gens. Des gens qui n'ont pas de téléphone Android, des gens qui sont dans des zones où il n'y a pas Internet, des gens qui ne comprennent même pas parce que c'est trop compliqué. On dit il faut, et lorsque vous serez inscrit, vous aurez un code et que par SMS on va vous envoyer. C'est par ce code que vous aurez accès à la plateforme. Et puis donc c'est là où vous allez voter. Et si vous votez, c'est la machine qui sait pour qui vous avez voté. Ce qui est même mauvais. Parce que normalement un vote doit être anonyme. Or maintenant le propriétaire de la machine peut-être lui peut connaître pour qui vous avez voté. Dans tous les cas, nous participons, nous continuons de dénoncer jusqu'au moment du vote. Nous continuons de dénoncer. Mais nous n'allons pas boycotter. Parce qu'en fait, tout le monde sait au Bénin qu'on ne peut pas faire une élection aujourd'hui pour que la CSTB ne soit pas première. Si la CSTB n'est pas première, alors que de partout, tout le monde sait que c'est nous qui... En 2001, on n'était pas très bien connus, on est sorti premier. En 2006, on était un peu plus connus, on a eu 45%. En 2020, au Bénin, et même en dehors du Bénin, les gens savent qu'au Bénin, au plan légal et au plan légitime, la confédération la plus représentative, c'est la CSTB. Donc on peut pas aller aux élections et ne pas être premier, c'est pas possible. Vous pensez que la réforme, c'est pour vous éliminer? C'est pas simplement pour nous éliminer, c'est pour nommer des confédérations. Vous savez, les réformes du président Patrice Talon, vous avez vu les réformes au plan politique, le code électoral a permis d'éliminer les opposants. Il a nommé les députés. Il y a eu élection. Il a nommé, oui, une élection qui lui a permis de nommer les députés. Une élection qui lui a permis, une autre élection a permis de nommer les maires. Vous avez suivi? C'est devant tout le monde que, en pleine élection des maires, on a arrêté le compteur, on est allé modifier les tests pour venir permettre que les chefs de parti nomment les maires. Donc, on a nommé les maires. On nomme les députés, on nomme les maires, mais il reste maintenant à nommer les représentants ou bien les confédérations et centrales syndicales. Donc, c'est ce pour que parler au nom des travailleurs. C'est ce que vous pensez. Mais c'est ce qui est grave. C'est ce que vous... Or, avec tout ce qu'il y a comme revendication, que vous allez me permettre de rappeler tout à l'heure, il y a beaucoup de revendications pour les travailleurs qu'il faut défendre. Il ne faut pas accepter que le gouvernement nomme des amis qui iront s'entendre avec lui sur des réformes assassines pour les travailleurs. Et c'est pour ça que nous dénonçons. Pour les élections professionnelles, la CSTB a présenté tout récemment sur la table de négociation un résumé de la plateforme revendicative qui met un accent sur les questions de liberté. Parce qu'il y a des questions de liberté, il y a des travailleurs syndicalistes qui sont en prison, tels que Laurent Metton, Adegouké et autres. Nous avons exigé leur libération. Nous avons exigé que les travailleurs radiés depuis 2006, injustement radiés, tels que les, comment on l'appelle, le forestier Patrice Trépeau, et les 305 enseignants et autres policiers soient ramenés à la fonction publique. Nous avons insisté pour que les lois scélérates, loi contre la grève, loi contre les contrats à durée indéterminée et loi pour la radiation des travailleurs, ces lois-là soient abrogées. Et nous avons exigé que, aujourd'hui, là, avec la fin, puisqu'on a augmenté les salaires des politiques, il faut revaloriser le point indiciaire de 50% pour les travailleurs du public et revaloriser le SMIC de 50% pour les travailleurs du privé. Puis il faut satisfaire les autres revendications. C'est pour ça que nous voulons être réélus pour continuer de défendre ces différentes revendications des travailleurs. Parce qu'il y a d'autres revendications de chaque secteur
Et il faut des gens véritablement attentifs aux travailleurs, des gens courageux, des gens intègres, qui ne se font pas amitié avec le pouvoir par rapport donc aux revendications. Vous avez dénoncé, vous dénoncez actuellement la réforme de vote électronique. Par le passé aussi, vous avez dénoncé les réformes au niveau du système éducatif. Nous sommes en train d'aller un peu vers la fin de notre émission. Il nous reste quelques minutes. Nous allons revenir sur ces réformes avec le constat fait sur le terrain. Les enfants sont en congé de fête. À la reprise, on aura toujours la même situation de manque d'enseignement dans les classes. Vous savez, la CSTB, même au début de ce mandat, de ce pouvoir, nous avons fait un forum au niveau de la CSTB a organisé un forum et a produit des réflexions qu'elle a confiées au pouvoir par rapport à l'école au Bénin. Comment est-ce que l'école doit être perçue pour qu'elle soit utile au Bénin? D'abord, l'école telle qu'elle est perçue au Bénin, ce n'est pas une école pour développer le pays. Nous sommes en plein dans une école purement néocoloniale. Vous pensez, vous voyez, nous sommes au Bénin, la langue officielle c'est le français. On fait tout en français. Or, la langue c'est le véhicule du savoir, c'est le véhicule de la culture. Si vous parlez français, vous êtes dans la culture française, vous détruisez votre propre culture. Donc, notre programme d'éducation n'est pas adapté à nos réalités. Je préférerais parler mon Wama ou parler le Fon, le Ditamari, qui sont des langues de mon pays, avec tout ce que ça comporte comme richesse. Parce que là, c'est des langues du pays. Et ce programme d'enseignement qui se fait, si ça se faisait dans nos langues, vous voyez un médecin en langue connaît les noms des plantes en langue, pourra faire les soins et même tout ce qui est fait au plan traditionnel aussi en langue, aller au plan moderne comme les Chinois l'ont fait dans leur langue. Ça permettrait que notre école aide le pays à régler l'équation de l'existence. Les différents problèmes qui se posent à nous, nous pouvons les régler. On peut apprendre les langues des autres pays, mais il faut d'abord partir de sa propre langue. Et mais dans notre école néocoloniale là, on ne nous crée même pas les conditions pour qu'on apprenne même ce qu'on doit apprendre en français. Il manque d'enseignants. Il manque d'enseignants qualifiés. Et c'est dans ça que le gouvernement, au lieu de recruter des enseignants en nombre suffisant, à la maternelle, au primaire, au secondaire et à l'université, pour que au moins ces enseignants-là puissent aider les élèves, puisqu'on a fait la sensibilisation pour que tous les parents envoient les enfants à l'école. Aujourd'hui, tous les parents envoient les enfants à l'école. On n'a plus besoin d'aller sensibiliser quelqu'un au village. Oui. Tout le monde sait qu'il faut aller à l'école. Qu'est-ce que vous allez encore faire? Parce qu'on est en train d'aller au thème de notre émission. Oui, nous avons sensibilisé, nous avons demandé au gouvernement de recruter les enseignants en nombre suffisant. Mais non seulement le gouvernement n'a pas recruté, mais il a radié 305 enseignants. Conséquence, vous avez vu les devoirs du premier trimestre qui viennent de se terminer avant que les gens n'aillent en congé. Il y a plusieurs matières dans la plupart des établissements publics où les élèves n'ont pas été évalués, que cela soit en mathématiques, en philo, en SPCT et autres. Il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants. Et c'est dans ça que la réforme que le gouvernement a trouvée, c'est non seulement de faire évaluer des gens pour envoyer 305 enseignants déjà qualifiés, diplômés, qui ont le CEAP, le CAP, qui ont comment on appelle, la compétence, l'expérience, certains étaient directeurs même de collège, directeurs d'école et autres, on les a radiés. Mais la solution qu'ils ont encore trouvée, c'est de donner 30 heures aux enseignants au secondaire. Au lieu de 20 heures, 22 heures maximum, on donne 30 heures. D'abord pour diminuer le nombre d'enseignants qui doivent intervenir, pour surcharger les gens qui doivent venir. Ça fait que aujourd'hui, ceux qui sont, les quelques enseignants qui sont là, ne peuvent pas encadrer les enfants. Ils sont surchargés. Deuxièmement, beaucoup de jeunes qui ont appris à enseigner, certains même qui ont fait la formation dans les écoles normales supérieures, ils sont à la maison. Pendant que
les enfants n'ont pas d'enseignants. Les gens sont en congé et ils reviendront encore faire la rentrée sans enseignants. Le gouvernement à la rentrée a crié beaucoup, a fait une rentrée politique, il a rentré sans enseignants. Dans les collèges et lycées publics, il n'y a pas d'enseignants. Mais le gouvernement ne fait pas d'efforts. On entend tout le temps les emplois obligataires, beaucoup de milliards qui rentrent, mais on ne sait pas quel problème règle ces milliards-là qui sont empruntés. L'école est pratiquement en déliquescence dans notre pays. L'école est en déliquescence, vous l'avez dit, nous sommes à la fin de notre émission. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que d'abord par rapport aux élections professionnelles, je crois que le gouvernement doit entendre raison. Lorsque nous avons dénoncé que finalement l'opérateur technologique béninois qui voulait organiser les élections a reconnu que ce qu'il a fait avec la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin ne peut pas être fait au niveau des travailleurs en général. Parce que là-bas, c'est moins de 1000 personnes. Mais maintenant, on apprend que le gouvernement veut solliciter un opérateur étranger, européen, estonien. Or, l'Estonie, c'est un des pays les plus développés en matière informatique, en matière électronique en Europe. Là-bas, dans le pays, tout est dématérialisé. Donc ici, on ne peut pas comparer ces gens-là à nous. Si le gouvernement veut organiser la transparence, une élection dans la transparence, il arrête son truc de processus électoral sur le vote électronique, il revient à un vote normal. Pour l'école, je crois que tout le monde sait que l'école ne marche pas. Il faut que et les parents d'élèves, et les enseignants, et les élèves se lèvent pour exiger que le gouvernement recrute les enseignants, donne le quota horaire normal et crée les conditions pour que l'école évolue normalement et surtout pense à une réforme inclusive qui nous permettra d'avoir accès à l'instruction dans nos langues nationales. Merci à vous, Naini Kassamampo. Merci d'être passé sur notre émission. Ce sera tout pour cette... C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Ce sera tout pour cette émission de l'actualité. Merci à toute l'équipe de réalisation et de présentation. On se dit à la prochaine pour un nouveau numéro.